te dulus, per tuterai maisut, te dulus, per tuterai maisut, tu peras aire teros, a maudiciere que nous a heterale, a maudiciere que nous a heterale, contreras aire teros. Nous en tira de dret de mestreja, nous en tira de dret de mestreja, a la nadera primero, a maudiciere que nous a heterole, a maudiciere que nous a heterole, contreras aireteros. Después más ataca palavedan, después más ataca palavedan, montaño arribero, a maudiciere que nous a heterole, a maudiciere que nous a heterole, contreras aireteros. Alors, oui, en bas, ça c'est près de la rivière. Voilà, celle-là, c'est ma grand-mère et c'est le hangar. Ça va pas bouger. Ça, Constance, c'était la porte qu'il y avait dessous, sans doute. Enfin, toi, tu t'en souviens pas. Oui. Je me l'avais mis à cause des souris. Oui, je dois les mettre. C'était forcément l'aîné, qu'il soit garçon ou fille, ou l'enfant unique quand il n'y avait pas de frères et sœurs, qui prenait la suite du chef de maison précédent. Par exemple, nous, bon, à part le Philippe qui était cadet, ça a été son fils aîné qui a pris la suite, donc Jean. Après Jean, ça a été son fils unique qui a pris la succession, ça a été Léopold. Après, ça a été Yvette, ma grand-mère. Après, ça a été ma mère, Annie, puis plus tard, ça sera moi. Parce que je suis fille unique et qu'elle aussi, et ma grand-mère aussi. Alors ici, on est en plein cœur du village d'Urban-sur-Arize, qui est donc dans la vallée de l'Arize, en Ariège, plutôt côté Couseran. Mais on est à la frontière, on est à la fin de l'ère culturelle dans laquelle il y a cette société à maison. Une maison, c'est des gens en lignée droite, et une maison, c'est un lieu d'habitation, et c'est un cheptel, et c'est des terres, et c'est un nom, et c'est une dignité, un honneur, et c'est pas des murs, quoi. C'est plus loin. Attention, Jérôme. C'est bon, t'inquiète. J'ai vérifié. Combien il y en a là, 3, 9 encore. Mais il y en a encore un qui s'est écroulé. Oui, moi, ce droit d'aînesse, je n'avais absolument pas conscience jusqu'à ce que j'aille écouter la conférence d'Isor Gratakos. Et donc, ça a éclairé des tas de choses que j'avais vécues et dont je n'étais pas consciente. Et en fait, oui, la manière dont ma mère se comportait, la manière qui était une aînée, la manière dont j'avais été élevée quelque part. Ma mère, toute sa vie, inconsciemment, a tourné autour de la maison. Pourtant, ça pouvait être l'archétype de la femme soumise, elle ne travaillait pas, elle n'avait pas de compte en banque. Et pourtant, c'est elle qui, enfin, en ce qui concernait la maison, c'est elle qui dirigeait. Elle a incité mon père à toujours rester dans le coin pour pouvoir continuer à s'occuper de la maison. Je me disais, bon, c'est pour s'occuper des anciens, mais je pense que ça allait au-delà. Et c'est elle qui prenait toutes les décisions concernant la maison. Parce qu'elle était chef de famille. Parce qu'elle était chef de maison. Et elle ne le savait pas. Hein. Les Orgratakos appellent ça la centralité souterraine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a, mais dont on n'est pas forcément conscient, à moins que quelqu'un ne le mette à jour, ne l'explique. Dans le village, je suis certaine que personne n'est conscient de ça. Il y a des tas de choses que je ne comprenais pas. Aussi dans mes rapports avec les autres, en particulier avec les garçons ou les hommes. Je ne comprenais pas. Ils n'arrivent pas à percevoir le genre parce que c'est pas pertinent, donc ils ne savent pas très bien. Et puis l'histoire des gendres qui allaient dormir à l'étable. Je crois que dans notre façon d'être avec
les hommes, on a intégré ça et donc inconsciemment, ils doivent sentir que, en nous épousant, par exemple, ils courent le risque d'aller dormir à l'étable s'ils ne font pas le job. Et je pense que c'est quelque chose qu'on véhicule inconsciemment qui fait que, mais même les femmes ont des difficultés à nous cerner, enfin, avaient des difficultés à me cerner. Et je pense que pour toi, c'est pareil, Constance. Quand on me harcelait, par exemple, à l'école, on me traitait de garçon, quoi. On disait que j'étais, une lesbienne, un garçon manqué, qu'on savait pas qui j'étais. On m'appelait Satan. Enfin, que des trucs des trucs qui étaient associés à quelque chose de très négatif et qu'on n'arrive pas à cerner, en fait. On va peut-être se mettre en forêt. Je chope un coup de soleil, j'ai noté, mais... On enlève les chaises? On est en vacances, oui, on y vient presque toutes les vacances. Vendre cette maison, ce serait pas possible. Impossible, impensable. Ça fait trop mal, ça mettrait en l'air une bonne partie de notre vie, et puis non, c'est pas pour ça qu'on est là. Ce serait comme dire à quelqu'un, est-ce que tu vendrais un de tes enfants pour nourrir les autres, en fait. Il y a un peu de ça. C'est presque une entité, en fait. C'est un truc qui nous dépasse. Je sais qu'il y a des peuples dans lesquels ils ont des esprits gardiens. Mais là, il y a un peu ça. Hein, un peu, la maison, elle a une âme. Hein. Métaphoriquement parlant, la maison a une âme. Hein, complètement. C'est la routine. Oui. On a un petit bout de champ dans lequel je crois que je ne suis jamais allée. C'est à l'Arban, là. La colline derrière. La colline derrière, là au milieu des arbres. Le massif derrière. C'est tout petit, je crois que je n'y suis jamais allée. Et donc on a le voisin à côté qui nous propose depuis des années de l'acheter. Eh bien non, pourtant j'y suis jamais allée. Je sais pas ce que c'est, ça vaut rien. Et on n'en fera jamais rien, probablement. On n'en fera jamais rien. Probablement qu'on n'en fera jamais Je rien. ne peux pas le vendre. On lui dit toujours non, il ne comprend pas. Oui, parce que pour lui, lui, ça lui fera un petit plus, c'est au milieu de ceux qui tiennent. Il ne comprend pas. Il se dit oui, ça leur ferait des sous, mais non, nous on ne peut pas. Et donc, voilà. On a fait mieux, on a racheté le bout qu'il y a devant la maison de mon arrière-arrière-grand-mère. Alors que c'est même pas grand comme la cuisine. Oui. On ne peut pas vendre même un petit carré qui ne sert à rien. Voilà, sinon tu les refais. Après ça, je vais y taper comme une sourde dessus. Oui, oui. Non. Et ça aussi. Puis il y a un nœud, il n'est pas forcément infaisable. Et sinon tu refais les petites, même si tu fais des allumettes, c'est pas grave. Ça, c'était l'étable donc de mon grand-père. Jusqu'en 1969, il a eu des vaches. Il a eu jusqu'à 15 vaches. Et donc, j'ai eu une éducation très agricole. Et puis, ça me plaisait aussi. Et je me souviens que quand les gens venaient, je mettais un point d'honneur à leur montrer que je savais faire. Voilà. Voilà, j'ai aidé à appailler, comme on disait, c'est-à-dire à nettoyer, ça c'était par là qu'on évacuait le purin, à nettoyer, à mettre de la litière propre. Voilà, j'ai aidé autant que je pouvais. Il n'est venu à l'idée ni de ma grand-mère, ni de ma mère non plus de m'apprendre les tâches ménagères. Ça leur est pas venu à l'idée. Ma grand-mère Bon, elle m'expliquait des trucs, mais enfin, c'était pas son... Oui, elle m'a pas appris à cuisiner, à repasser, à coudre. Elle m'a pas transmis ça. Alors peut-être inconsciemment, elle se disait que j'étais pas destinée à ça.
On se chauffe encore au bois, donc il faut faire du bois, il faut en préparer par avance. Quand j'étais petite, c'était mon grand-père qui s'en chargeait. Et sauf que quand j'ai commencé à être ado, quand j'ai eu à peu près 13 ans, 13-14 ans, il a commencé à me faire comprendre que ça allait être à moi de le faire, non seulement parce il commençait à être âgé, mais en plus parce que moi je commençais à avoir la force physique pour le faire. Et donc il a commencé à m'apprendre à couper du bois. Alors ça n'a pas été évident. Il m'a appris à faire tous les travaux agricoles un peu. Ça a été jardiner, ça a été bricoler, ça a été couper du bois à la hache et à la tronçonneuse, ça a été faire marcher tout un tas d'engins. J'ai vraiment pas eu une éducation qu'on peut appeler genrée. Pourtant, j'étais élevée entre guillemets par des vieux, par mes grands-parents beaucoup. Ils m'ont éduquée pour que je devienne un jour un chef de maison en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à faire de moi une fille ou même un garçon en fait. En réalité, je pense qu'ils s'en moquaient. Je pense qu'ils voulaient que j'ai toutes les qualités pour reprendre la maison un jour en fait. Quand j'étais ado, j'étais assez grande, je pense que je devais être soit au lycée, soit en BTS, mais dans ces eaux-là. Un jour, il me regarde et il me dit, un peu avec un sourire en coin, il me dit, toi, avec toi, ce qui est bien, c'est que j'ai une fille et un garçon à la fois. Parce que t'es une fille, mais tu t'acceptes de faire des trucs de garçon. Et alors moi qui ai toujours trouvé que j'étais assez garçon manqué, ça m'a fait plaisir parce qu'en fait là il le disait pas pour se moquer de moi, il le disait parce qu'il était content en fait, et c'est bien l'une des premières fois que quelqu'un me disait que c'était positif quoi. Donc ça m'a fait plaisir, surtout venant de lui. Ça va aller non? Ça m'aura assez non? Oh, je sens la tête. Parce qu'on est allé écouter la classe. Oui, là où on est allé ce week-end, à la foire au fromage à Lourdes-Barousse, il y avait justement un groupe de filles de chant polyphonique. Ça s'appelle les héritières, justement. Ça s'appelle justement les héritières. Et elles ont chanté la chanson qui est dans le livre, là. Oui. Tout est doulou. Ouais, pas le tout est dans les maillots. Voilà. Le chant des héritières, quoi. Le chant Et elles ont raconté cette histoire d'ailleurs. Oui. C'est quoi cette histoire? L'histoire qu'on est en train de raconter sur les héritières, elles l'ont racontée pendant leur concert, elles ont dit exactement la même chose que nous. C'était bien. Je sais pas si tout le monde a compris, mais c'était... Oui. L'écho de ce qui se passait à Paris devait avoir un petit temps de latence avant d'arriver ici, on n'était pas à l'ère des réseaux sociaux. Et donc ils pensaient que c'était le roi qui leur avait supprimé le droit d'aînesse, alors qu'en fait c'était post-révolution. Les premières constitutions, elles ont mis en place des droits de vote. Alors il y a eu le droit de vote censitaire, il y a eu différentes formules de droit de vote. Mais globalement, l'idée c'était que maintenant on élisait ses représentants, ils n'étaient plus de droit divin, ils étaient plus... Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça a été un progrès pour la plupart des gens qui ont enfin pu exprimer leur opinion sur qui les représentait, qui les gouvernait. Maintenant, ici, dans les Pyrénées gasconnes, le truc c'est que le vote, il existait déjà en fait. Il n'y avait pas vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y avait pas vraiment de chef en fait. Il n'y avait que des représentants et les décisions étaient prises en commun. Et donc par exemple, le chef de maison, le capoustal, il allait au conseil de village, il se réunissait et il prenait des décisions concernant un village. Et quand c'était une décision assez importante pour impliquer la vallée, là le village élisait son représentant qui allait siéger au conseil de vallée, porter la voix du village. Donc en fait à chaque échelon, il y avait un vote, il y avait une élection. Et donc les femmes étant des chefs de maison, elles y participaient activement. Elles pouvaient représenter leur maison, elles pouvaient représenter le village en fait. Et donc, quand le droit de vote, alors déjà censitaire, ils ne comprenaient pas trop pourquoi il y avait besoin de gagner un certain montant d'argent pour pouvoir voter, mais alors quand ils ont découvert que les femmes ne pouvaient plus voter, ils se sont dit mais c'est pas possible, on l'a toujours fait, pourquoi les femmes elles pourraient pas voter, quel est le problème? Ils n'ont pas compris le problème, et donc ils ont chanté les chansons, ils se sont un peu révoltés, ils ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Tout est douloureux.
luz per tuterai mais tutte du luz per tuterai mais su tu peras aireteros a maudiciere que nous arreterale a maudiciere que nous arreterale contreras aireteros nous antira de dret de mestreja, nous antira de dret de mestreja, a la nadera primero, a maudiciere que nous arreterole, a maudiciere que nous arreterole, contreras aireteros. Después más ataca palabedan, después más ataca palabedan, montaño arribero, a maudiciere que nos arreterole, a maudiciere que nos arreterole, contreras aireteros. Mais Voilà. déjà la priorité, c'est pour moi, c'est finir ce que j'ai commencé là-bas. Oui, mais moi aussi, finir Entre- ceux qui sont partis. Ils sont plus présents ici et dans la maison qu'au cimetière. Ah oui, complètement, oui, au cimetière, Au je les sens cimetière, pas. on n'y va pas souvent. Mais par contre, là, on les sent On très les sent, présents. quoi. On les sent, oui, complètement, oui. Ah oui, complètement. Ici, dans la maison, oui. Quand je me suis rendu compte que j'étais partie pour rester célibataire, ça ne me dérangeait pas plus que ça d'ailleurs. Mais bon, voilà, autour de moi, je sentais, mon grand-père surtout, qui était triste, parce qu'il se disait, puis tout le monde, puis même moi, je me disais, oui, à qui va cette maison? Elle va aller à l'État, ou parce qu'on n'a pas de famille proche. Et puis même si on avait eu de la famille proche, je ne pense pas que ça les aurait intéressés. Donc ils vont vendre tout ça. Et ça m'angoissait terriblement. Et voilà, j'ai décidé d'avoir Constance. Et si j'avais pas réussi, je pense que j'aurais essayé d'adopter, mais c'était pas facile. Mais voilà, voilà, ça a été un grand soulagement pour moi. Bon, ça a changé ma vie de tous les côtés. Hein. D'avoir un enfant dans n'importe quelle circonstance, ça te change la vie. Mais ça enlève un poids quand même. Ça enlève un gros poids, une grosse responsabilité parce que voilà, on se dit C'est fait. voilà, c'est fait, c'est pas fini, ça va continuer. Oh, moi, j'en plaisante. Des fois, je dis à mes amis, je suis l'enfant la plus désirée de France. Non, au-delà de ça, je comprends complètement. Pour moi, c'est normal en fait. Parce que, comme je l'ai dit, ça s'inscrit dans un processus social, un truc qui nous dépasse. Oui, moi, mes cauchemars, c'est bon, l'idée qu'on me prenne ma maison, que je puisse plus la payer, que oui, perdre la maison, en fait, c'est vraiment, c'est mon angoisse principale, hein, j'ai envie de dire, limite plus que de mourir, quoi, parce que c'est trop important. C'est trop important. Donc c'est vrai que c'est source de joie et de fierté, mais c'est surtout une source d'angoisse en réalité. Et est-ce que Constance, peut-être tu pourrais nous chanter Oui, tu vas nous le chanter. Si j'y arrive. Tutte du per tuterai mais tutte du per tuterai mais su tu peras aireteros a maudiciere que nous arreterale a maudiciere que nous arreterale contreras aireteros.